Domaine public, domaine privé, deux thèmes qui reviennent lorsque nous parlons de gestion d'occupation de l'espace dans le domaine de l'habitat. Mesdames et messieurs, où commence et finit l'un ou l'autre? Bienvenue à tous et à chacun dans Habitat la Une. Il n'est pas rare de voir certaines personnes s'arroger le droit d'attribution de certaines parcelles à de tierces personnes, pour l'unique raison que cet espace est inoccupé depuis bien longtemps ou que l'habitant est le premier du quartier. Dans pareil cas, à quelles conditions peut-on occuper un espace du domaine public? Cependant, existe-t-il des dispositions qui encadrent l'occupation des domaines publics et privés? Suivons notre reportage pour en savoir plus. Apporter des modifications sur sa maison dans le cadre d'une promotion immobilière ou créer les conditions d'occupation ou de gestion du cadre de vie obéit à un ensemble de dispositions confinées dans un document appelé généralement cahier de charges. Mais que constate-t-on dans certains cas? Le cahier de charges est-il toujours respecté? Autrement dit, quelle est son importance? Notre expert dans l'œil de l'architecte nous en parle. Des conseils et des astuces en matière de décoration ou d'aménagement. Bienvenue chez moi nous en réserve. Allons donc en découvrir dans notre visite guidée. La gestion des syndicats de copropriété requiert les compétences de tous. Mais force est de constater qu'une frange très importante des habitants, à savoir les femmes, ne sont toujours pas ou ne s'impliquent pas à fond dans la gestion. Pourquoi une telle situation? Quel rôle pourraient véritablement jouer les femmes dans la gestion des cités? Suivons les bons plans pour plus d'informations. En Côte d'Ivoire, la confusion demeure dans l'esprit de beaucoup lorsque nous voyons ce que font certaines personnes des domaines. Nous parlons de biens de domaine public et de biens de domaine privé. Le domaine public, ce sont des domaines qui appartiennent à l'État. Moi, je crois que le domaine public, c'est ce qui relève du ressort de l'État et qu'un particulier ne devait en aucun cas occuper. Le domaine public, c'est un domaine qui appartient à l'État. Un domaine public, c'est un domaine qui appartient à l'État. Le domaine public est un domaine qui appartient à l'État, dont la population n'est pas censée occuper. Il y a des jardins publics et il y a des coins occupés par les commerçants ambulants. Le domaine public, je crois que il y a des bâtiments, la voie publique. Exemple, je peux citer une école, je peux citer les maisons que l'État construit, je peux citer tout ce qui est occupé par les édifices de l'État, voilà, et voilà, tout ce qui n'appartient pas, je dirais, à un privé. Les espaces verts. Il y a les espaces verts, il y a les jardins publics, par exemple. Non, c'est l'État qui a le droit d'octroyer des domaines publics. Non. 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 En aucun cas. Je crois que non. Parce que nous savons que c'est l'État qui détient tous ces domaines publics. Il risque de se faire nettoyer ce qu'il a mis comme occupation. Une sanction, je crois la prison peut-être, au pire des cas. Et ils peuvent s'exposer à la destruction de leurs biens, de leurs magasins, ainsi de suite. Voilà. Et même une poursuite judiciaire, pourquoi pas. Ils s'exposent aux accidents, puisqu'il y a les coins qui ne les appartiennent pas, d'autres sont assis sur le trottoir, au bord de la voie. Donc, ce sont des risques. Celui qui s'approprie un bien de l'État, je donne l'exemple d'un terrain qui appartient à l'État et on le vend à une tierce personne, celui qui le fait risque d'être poursuivi par l'État. Il risque de faire même la prison et peut payer beaucoup de frais pour pouvoir être libre. Voilà, donc c'est un vol. Pour de nombreuses populations, il faut le dire, la confusion demeure lorsqu'il s'agit de parler de biens du domaine public et biens du domaine privé, même si en apparence, cela peut paraître évident. Mais que devons-nous entendre réellement par domaine public et domaine privé? Le domaine public est ce domaine-là qui appartient à l'État et qui est un bien que l'État ne peut pas céder, inaliénable.
comme on le dit dans notre jargon. Et puis le domaine privé, c'est ce domaine-là que l'État peut céder à toute personne, à une personne physique, à une personne morale. C'est sur ce bien-là que les uns et les autres cherchent soit à avoir des actes de propriété, notamment des ACD ou autres. Mais le domaine public, lui, il est géré par l'État et par ses démembrements, et donc on ne peut pas céder. C'est les cours d'eau, c'est les voies publiques, c'est les réseaux d'assainissement, c'est les rivages de mer. Tout ça, ce sont des biens publics. C'est pourquoi quand quelquefois nous faisons nos papiers, on doit vous donner des papiers sur des bords de mer, on fait des reculs. Les reculs, par exemple, pour la mer, il y a 100 mètres de recul, parce que avec 100 mètres, c'est toujours dans le domaine public. Avec la lagune ou les fleuves, c'est 25 mètres de recul. Pour de nombreuses populations, il faut le dire, la confusion demeure lorsqu'il s'agit de parler de biens du domaine public et biens du domaine privé, même si en apparence, cela peut paraître évident. Mais que devons-nous entendre réellement par domaine public et domaine privé? Sur ce domaine public qui assure la gestion, en ce qui concerne le domaine public, c'est l'État et puis ses démembrements. Ça peut être une collectivité territoriale ou un établissement public. Maintenant, pour le domaine privé, comme là, l'État peut céder, c'est la personne qui a son bien, qui peut gérer le bien, ou bien une personne morale. Une personne morale, c'est une société qui a un bien. Et donc, cette personne morale peut gérer le bien. Mais pour le domaine public, c'est exclusivement l'État et ses démembrements. Malheureusement, ces cas sont légion dans notre habitat et entraînent parfois des conflits ouverts entre riverains. Pour mettre fin à cela et instaurer un cadre agréable dans les rapports de voisinage, il serait bon de savoir les limites et les conditions d'occupation du domaine public. En ce qui concerne le domaine public, c'est l'affaire de l'État. D'abord, c'est un bien qu'on ne cède pas. Donc, on fait une occupation provisoire et c'est limité dans le temps. On ne peut pas aller occuper un cours d'eau ou bien une voie publique. L'État ne cède pas son domaine public parce que, je disais tantôt, c'est inaliénable. En revanche, le domaine privé, c'est vous et moi qui cherchons à avoir une terre et comme la terre appartient à l'État, l'État cède la portion de terre et nous cherchons à avoir des actes de propriété. Et donc, une fois que vous avez l'acte de propriété, ça vous appartient comme personne physique ou bien comme personne morale. Et une fois que vous l'avez, c'est votre bien, donc vous pouvez l'occuper. Pour finir, il faut retenir que l'inoccupation d'un espace ne veut pas dire qu'il n'appartient à personne. Ce genre d'espace relève, à n'en point douter, d'un espace privé ou public. Et dans pareil cas, l'État a aujourd'hui pris de nouvelles dispositions pour une meilleure organisation et occupation des domaines, qu'ils soient privés ou publics. Il y a des dispositions. Le domaine public, depuis fort longtemps, depuis 1934, il y a des textes législatifs, les textes réglementaires qui régissent l'occupation du domaine public. Maintenant, plus récemment, pour le domaine privé, la même chose existe, mais le dernier que je peux citer, c'est l'ordonnance de 2013 qui donne comment occuper le domaine privé, comment l'État cède son domaine, le domaine privé à quelqu'un pour que ça soit le domaine privé. Il y a l'ordonnance de 2013 qui nous permet d'avoir des ACD pour pouvoir l'occuper. Sinon, le domaine public est régi par des règles. Je voudrais remercier les différents chefs de la RTI. Ça nous permet, nous, dans nos bureaux, qui fournissons tout le temps les différents papiers, ou bien mettons des croix rouges sur les bâtiments, de vous expliquer pourquoi est-ce que nous faisons ça. Tout projet, qu'il soit d'exploitation ou de gestion de biens, de sélection dans le cadre d'un appel d'offres, de construction dans le cadre du BTP, a besoin d'un document très important appelé cahier de charge. Mesdames et messieurs, son rôle, son utilité, son importance dans l'œil de l'architecte. Quel constat faisons-nous des modifications apportées sur certaines maisons à l'intérieur des promotions immobilières? Certains bâtiments ont été
modifiés en suivant le cahier des charges et d'autres l'ont été par la volonté même de ceux qui sont les propriétaires. Ce qui nous donne un certain contraste. Le non-respect des normes et puis on se retrouve dans un environnement qui devient laid à la limite. Un environnement où on a tout et on a du bon, du moins bon, du très bon. Qu'est-ce qu'un cahier de charges et quel est son rôle? Un cahier de charges, c'est un document qui est écrit et qui est soumis à des personnes qui ont en commun un bien. Donc ce cahier de charges, c'est un document dans lequel on va consigner plusieurs éléments relativement à une copropriété. Son rôle en réalité, c'est d'abord de mettre tout le monde d'accord sur la façon dont on va vivre dans cet environnement-là, qui est une copropriété. La copropriété veut dire que chacun est propriétaire d'un lot, d'une maison, de 2 maisons. Et puis, les espaces où on doit appliquer la copropriété sont la voirie, les espaces verts et tous les autres éléments qui constituent, je dirais, le socle même du cadre bâti. Les éléments qui n'appartiennent pas à une seule personne, mais qui appartiennent à tout le monde. Permettent à chacun d'abord d'être d'accord sur un certain nombre de mesures. Et ces mesures doivent s'appliquer à tout le monde en même temps. Voilà un peu le rôle d'un cahier des charges. À qui revient l'initiative et quelles sont ses grandes lignes? C'est le promoteur qui a une vision de sa cité. C'est lui qui dit « je voudrais que dans cette cité, on ne dépasse pas telle hauteur, qu'on ne fasse pas tel type de modification ». Donc c'est la vision du promoteur qui est transcrite dans le cahier des charges. Mais cette vision, il faut ajouter aussi des normes techniques qui sont des normes usuelles qui sont utilisées. Donc c'est à l'initiative du promoteur. Les grandes lignes du cahier des charges, c'est d'abord comment est-ce qu'on va vivre dans la cité? Quelles sont les normes qu'on doit respecter? Qu'est-ce qu'on décide pour tout ce qui est espace de copropriété? Ou bien qu'est-ce qu'on décide pour ceux qui sont par exemple dans leur maison? Est-ce qu'on va favoriser la seule fonction d'habitation ou on peut adjoindre une autre fonction qui est la fonction commerciale? Est-ce qu'on peut transformer sa maison en boutique? Est-ce qu'on peut par exemple utiliser la voie pour jouer au football, pour faire ceci, cela? Donc c'est un peu cet élément-là qui est partagé à tous les copropriétaires et ils doivent s'y soumettre. Que faut-il faire pour amener les propriétaires de maisons et les locataires dans les cités à se conformer au cahier de charges? C'est le syndic qui se constitue de façon officielle, qui est reconnu de tous. Et c'est ce syndic-là qui doit d'abord faire la sensibilisation. Ce syndic-là doit publiquement lire les éléments qui sont dans le cahier des charges. Donc, le syndic doit déjà faire comprendre à chacun qu'il y a un cahier des charges et il y a les éléments qui sont écrits pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Les syndics doivent déjà aller vers les copropriétaires et puis expliquer à chacun pour que chacun sache que voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et de dire que ce cahier des charges s'impose à tout le monde. Personne ne peut être au-dessus de ce cahier des charges. Dès lors, tout le monde est averti. Maintenant, comme on est dans une société où il faut toujours la police, parce qu'il y a toujours des gens qui vont d'un bâtiment rez-de-chaussée, vont vouloir passer en immeuble. Ils vont vouloir passer en duplex, au point qu'ils ne vont plus respecter les reculs, ils ne vont plus respecter la mitoyenneté, ils vont ouvrir des fenêtres dans la cour du voisin, ainsi de suite. Pour ces personnes-là, c'est au syndic de réagir. Déjà, les interpeller. Et si ça devient difficile, on va au ministère de la Construction ou à la mairie et eux, ils viendront pour faire la police. Si cela est fait et cela est bien fait, je pense que personne d'autre n'aura le courage de recommencer. Bien public, bien privé, au risque de me répéter, bien qu'il soit confus dans l'esprit de tout un chacun, leurs conditions d'utilisation respectent scrupuleusement des dispositions légales. Nous l'avons constaté dans notre reportage. Pareil pour le cahier de charges qui joue un rôle très important dans la promotion immobilière. C'était dans l'œil de l'architecte. Mesdames et messieurs, marquons une pause. Retrouvons-nous toujours avec le même plaisir dans quelques secondes.
Mesdames et messieurs, vous suivez Habitat la Une sur RTI 1, la chaîne qui nous rassemble tous. Vous aimez bien cette étape de cette émission, c'est Bienvenue chez moi et tous ensemble pour une autre visite guidée. Bienvenue chez moi, je m'appelle Floraka, je suis très heureuse de vous recevoir chez moi. Aujourd'hui, nous allons parler du luminaire, type, choix et emplacement. Le luminaire est un appareil servant à éclairer un espace ou un lieu à partir d'une source de lumière naturelle ou artificielle. La première fonctionnalité du luminaire est avant tout d'éclairer un espace. Mais au-delà de cela, il peut être utilisé comme objet de décoration. Il permet de créer certaines ambiances dans la maison, des ambiances chaleureuses, conviviales et originales. Les critères de choix d'un luminaire dépendent de la pièce où on souhaite installer le luminaire. À chaque pièce, un luminaire adéquat. Il existe une variété de luminaires actuellement disponibles sur le marché. On va commencer par le salon. Le salon est l'une des pièces les plus complexes à aménager en termes de luminaire. Je vous conseillerais donc d'utiliser des appliques et des spots dirigeables. Vous pouvez les placer à certains endroits bien spécifiques de la salle. Si votre salon fait office de salle à manger, vous pouvez utiliser des suspensions qui sont placées au-dessus de la table et qui permettent un éclairage direct sur la table. Pour la chambre, je vous conseillerais plutôt les lampes à chevet avec des spots encastrés aussi. Par défaut, la chambre est un espace où on a besoin de bien voir. Donc, je vous conseillerais aussi de placer un plafonnier, juste pour éclairer l'ensemble de l'espace. Mais bien entendu, le plafonnier ne s'allume pas tout le temps. Lorsque vous voulez vous mettre au lit, vous avez besoin d'un éclairage feutré, d'où les lampes de chevet. Pour la cuisine, je vous conseillerais de mixer les deux types d'éclairage, direct et indirect. Je vous conseillerais donc des spots et des plafonniers. Dans la cuisine, on a besoin de bien voir ce qu'on fait. D'où le plafonnier. Avec le plafonnier, vous avez l'avantage d'avoir un éclairage d'ensemble. Et avec les spots, vous avez l'opportunité d'avoir un éclairage indirect en fonction de votre plan de travail. Pour les salles de bain, je vous conseillerais des spots encastrés étanches. Là, vous pouvez ajouter aussi les réglettes étanches qui sont posées juste au-dessus des lavabos. Ça permet de donner une très bonne ambiance dans la salle de bain, sans pour autant avoir trop d'éclairage dans la salle de bain. En ce qui concerne l'extérieur, je vous conseillerais des appliques murales. Les appliques murales seront placées à certains endroits au niveau des murs. Je vous conseillerais de prendre des appliques étanches pour empêcher l'eau de s'infiltrer dans ces luminaires. Pour disposer les lumières dans une pièce, moi j'ai une technique toute simple. Il faut centrer le luminaire par rapport à l'espace. À part peut-être dans une chambre à coucher. On ne voudrait pas que le luminaire soit directement au-dessus du lit. Donc je vous conseillerais de déplacer un peu le luminaire vers le bas du lit pour ne pas que ça éclaire trop justement les personnes qui sont couchées. Je vous conseillerais aussi de faire la symétrie. C'est toujours bien d'avoir une symétrie dans un espace. Si vous centrez le luminaire dans une pièce donnée, que vous voulez ajouter deux autres luminaires, essayez de placer les luminaires de part et d'autre en fonction du luminaire que vous avez centré dans la salle. Voilà un peu les techniques que je peux vous donner par rapport à cela. Le conseil que je peux donner, c'est de ne pas avoir peur aussi de varier les types d'éclairage dans les salles. C'est vrai qu'à la base, le salon est un espace où il y a différents types de lumière, mais variés. Vous pouvez aller à un éclairage direct comme un éclairage indirect avec le style des LED. Vous pouvez aussi au niveau de la cuisine varier le type d'éclairage, direct comme indirect. Vous pouvez aller à un éclairage doux avec un éclairage puissant. Et je voudrais aussi vous conseiller de surtout faire un bon choix d'ampoules. De nos jours, les lumières incandescentes ne sont plus à la mode. Les lumières que nous utilisons aujourd'hui, ce sont les LED. Ils ont une durée de vie illimitée et ils ont une durée de vie dégressive, c'est-à-dire qu'ils ne se grillent pas automatiquement. Petit à petit, ils commencent à diminuer en intensité de lumière. Et c'est une très bonne chose, mais c'est une durée de vie illimitée, donc vous pouvez l'avoir pour beaucoup d'années. Voilà un peu tous les conseils que je peux vous donner et j'espère que tous ces conseils-là pourront vous aider sur le choix, le type de luminaire que vous voulez installer dans votre habitation. Et si les femmes gouvernaient le monde, comment allaient-ils se présenter?
Voici une question très importante, mesdames et messieurs. Nous allons aujourd'hui évoquer la gestion des cités et l'implication des femmes dans les bons plans. Quel constat faites-vous de la participation des femmes dans la gestion des syndicats de copropriété? Nous avons remarqué que lorsque les assemblées générales sont convoquées, les gens ne viennent pas. Les copropriétaires ne cotisent pas. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais à côté de ces syndicats des copropriétaires, vous avez des associations féminines qui marchent très bien. La femme aussi aujourd'hui doit avoir quand même un regard. La femme doit apporter sa contribution à tout ce qui se passe dans la cité. Combien de femmes président à ce jour les syndicats de copropriété? Sur 250 syndicats, on note 8 femmes qui sont présidentes du conseil syndical dans les différentes cités. Ça n'atteint même pas 1%. Quelquefois, on peut les trouver dans les bureaux, mais même dans les bureaux, elles ne sont pas trop représentatives. Quel rôle pourraient jouer les femmes dans la gestion des syndicats de copropriété? En fait, aujourd'hui, c'est vraiment dommage parce que la femme même aussi est stressée. Mais ce qui caractérise même la femme, c'est la douceur. Avec cette douceur-là, la femme peut faire beaucoup de choses dans une cité. La femme peut rassembler. Je m'appuie, par exemple, sur celles qui sont à la tête des associations. Quand elles convoquent les réunions, la plupart du temps, leurs sœurs aussi arrivent à les suivre. Et puis sa qualité de précision et de détail. La femme aime les détails. D'un côté, ça peut être négatif. Parce que tout ce que tu fais, elle va regarder, elle va faire des remarques, ainsi de suite. Mais qu'elle utilise ces détails-là aussi, ça concourt, en tout cas, à la qualité de vie. Parce qu'elle regarde, elle corrige. Aujourd'hui, si nos mamans sont impliquées dans le nettoyage chaque mois de la cité, c'est aussi une solution. Les mamans qui sont à la retraite, qui sont dans les différentes cités, comment vous pouvez vous organiser? Ne serait-ce qu'une crèche que vous allez créer au sein de vos différentes cités, qui recueille même des enfants de quartier, même si c'est 500 francs par jour, que celles qui travaillent peut-être à côté de vous viennent les chercher les soirs, ça fait toujours quelque chose pour vous. Ça, c'est une façon pour vous d'être importante aussi d'aider l'État de Côte d'Ivoire. Si les cotisations rentraient comme il se le devait, aujourd'hui même vous finissez de balayer, vous pouvez rentrer à la maison avec quelques morceaux de savon, mais non seulement vous avez fait du sport qui va vous aider à vous maintenir, mais aussi assurer la propriété de la cité. Quel message pouvez-vous adresser aux femmes pour une plus forte implication dans la gestion des syndicats de copropriété? Vous pouvez être syndic gestionnaire de copropriété, vous pouvez être président du conseil syndical, mais même si vous n'occupez pas en fait ces deux fonctions dans la copropriété, soyez impliqués. Ne regardez pas le fait que moi, on ne m'a pas associé, mais qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux apporter? Dans cette cité, si aujourd'hui, vous n'êtes pas là, qu'est-ce que cette cité peut retenir de vous par rapport à la propriété, par rapport à son évolution, par rapport à tout ce que nous venons de citer? Allez, mesdames et messieurs, c'est ici que nous allons terminer cette émission Habitat la Une. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes tout doucement en train de terminer la saison 3 de cette émission que vous aimez tant. Plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, encore avec d'autres sujets très croustillants. Au revoir et à très bientôt. Pour toutes vos suggestions et participations à l'émission, contactez-nous à l'adresse email suivante: habitat@rti.ci ou via notre page Facebook www.facebook.com/habitat la une/